C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Ce que dit les droits. Ce que dit les droits, c'est une tranche exclusive appartenant à FM Télévision pour vous apporter des précisions sur vos droits en tant que citoyen congolais dans tous les secteurs de la vie. Vous suivrez désormais cette émission dans FM TV pour vous divertir mais également pour vous apprendre. Et mesdames et messieurs, ce soir nous avons l'honneur de recevoir le général de brigade Laurent Moutata Louaba. Il est magistrat militaire et premier avocat général des forces armées de la RDC. Avec lui, nous allons parler des questions liées au fonctionnement de la justice militaire en République démocratique du Congo. C'est parti. Comme annoncé à l'ouverture de cette émission, nous avons l'honneur d'échanger ce jour avec le général de brigade Laurent Moutata Louaba. Il est magistrat, premier avocat général des forces armées de la RDC. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions liées au fonctionnement de la justice militaire en République démocratique du Congo. Bonjour mon général. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes magistrat militaire, vous avez gravé plusieurs échelons de la justice militaire en République démocratique du Congo. Quel a été votre parcours? Merci beaucoup madame pour la question. J'aimerais vous dire que ce métier, je l'ai commencé en 1987. Plus précisément au mois de février. Je suis allé en formation au centre d'entraînement des troupes aéroportées, CETA en sigle, ici même à Kinshasa, au CI Mikondo. C'est là où on a suivi une formation de base de 3 mois. Et après, la hiérarchie m'a affecté, puisqu'on était déjà nommé d'ailleurs comme magistrat stagiaire par ordonnance présidentielle. La hiérarchie m'a affecté directement avec Sangani. C'est là où j'ai commencé mes premiers pas dans ce métier. Voilà, vous avez fait pratiquement plus de 30 ans dans ce métier. Quelle est votre approche par rapport à la justice pénale militaire en République démocratique du Congo? Bon, l'approche, madame, je crois qu'il faut d'abord noter que la justice militaire fonctionne de manière permanente dans ce pays. Elle fait ce que j'appelle le parallélisme convergent avec la justice civile de droit commun. Elle est rendue aussi bien en temps de paix qu'en temps de conflit armé. Et je crois que c'est ça la particularité de notre justice. Lorsque nos collègues civils recherchent des lieux sécurisants, nous sommes appelés à pouvoir rendre justice, même au front. Cette justice a fait énormément de chemin, parce que plusieurs textes légaux ont été promulgués pour l'amélioration de l'image de la justice militaire. Depuis sa création, elle a vu le jour avec la création de la force publique au 19e siècle, il faut le dire, mais elle a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. En général, pouvez-vous nous dire quel est le rôle des juridictions militaires dans la répression des infractions prévues par les droits communs alors qu'il y a un code pénal militaire? Oui, la justice militaire a des infractions spécifiques et qui sont prévues au code pénal militaire. Mais il ne nous est pas interdit de pouvoir appliquer le code pénal ordinaire. Ce code s'applique pour des infractions qui ne sont pas prévues au code pénal militaire. Et ce code est appliqué au regard des actes posés essentiellement par les hommes en uniforme, mais également par les hommes en armes et aussi
par ceux qui commettent des infractions qui portent atteinte au patrimoine de l'armée et de la police nationale, des corps assimilés. Oui. En général, quelle est la procédure prévue en droit militaire pour saisir une juridiction militaire? Oui, la procédure, elle est presque la même que celle de droit commun. On commence toujours par des enquêtes préliminaires. Et après les enquêtes préliminaires, on saisit le parquet. Et le parquet mène son instruction pré-juridictionnelle ou préparatoire. Et lorsque le magistrat instructeur arrive à ce que j'appelle la consécration pointue de l'action publique, c'est-à-dire qu'il décide de saisir la juridiction de jugement, il procède par la décision de renvoi. Et c'est par cette décision qu'il saisit la juridiction de jugement. Et sur la décision de renvoi, il est libellé les faits pour lesquels le magistrat entend saisir la juridiction de jugement et les faits qu'il a retenus contre la personne poursuivie. Et qu'est-ce qui définit la compétence d'une juridiction militaire? La compétence de la juridiction militaire émane de la Constitution, notre loi fondamentale. L'article 156 prévoit les personnes pour lesquelles les juridictions militaires sont compétentes. C'est essentiellement, et je l'ai dit tout à l'heure, les militaires et les policiers. Mais il est prévu également par des dispositions spécifiques la compétence, l'extension de compétences des juridictions militaires à l'égard des personnes civiles, notamment ceux qui commettent des infractions au moyen d'armes de guerre ou ceux qui portent atteinte, je l'ai dit tout à l'heure, au patrimoine de l'armée ou des corps assimilés, c'est-à-dire la police. On parlait aussi du service national, mais actuellement c'est essentiellement l'armée et la police. Général Laurent Moutata, pouvez-vous nous donner la différence qui existe entre une juridiction civile et une juridiction militaire? Bon, la différence, elle est liée d'abord à la composition de ces juridictions. Et puis, elle est liée également aux personnes qui comparaissent devant ces juridictions. Il faut avouer que le droit ou la justice militaire, c'est une justice de discipline, alors que nos amis civils pratiquent une justice de liberté. Nous sommes liés à la discipline pour respecter aussi l'ordre de la défense nationale. Cette différence, je parlais de la composition, c'est que les juridictions militaires fonctionnent un peu comme en France, dans le système des jurés. Vous avez des magistrats de carrière qui font partie de la juridiction, mais aussi il y a des techniciens qui ne sont pas magistrats, mais des personnes cultivées qui représentent le commandement, soit de l'armée, soit de la police, qui font partie de cette composition. Donc les juridictions militaires siègent à 5 juges. Donc les juges militaires et les juges assesseurs, qui ne sont pas forcément des juristes, mais qui apportent leur technicité par rapport au commandement, par rapport aux spécificités du commandement, et surtout pour certaines infractions liées justement au commandement. Voilà. Y a-t-il une différence dans le fonctionnement d'un auditeur supérieur et un auditeur? Bon, différence, peut-être la question n'est pas bien posée, mais l'auditeur supérieur, je voudrais vous dire que les juridictions militaires fonctionnent à 3 niveaux. Vous avez le niveau de l'auditorat de garnison, qui est à peu près l'équivalent du parquet de grande instance. Et vous avez le niveau de l'auditorat supérieur, qui est mutatis mutandis, l'équivalent de la cour d'appel. Et puis vous avez le niveau de l'auditorat général. Au niveau national,
qui se rapproche du parquet près la Cour de cassation. Alors, au niveau de l'auditorat de garnison, on parle de l'auditeur de garnison, un peu comme on dit le procureur de la République. Au niveau de l'auditorat supérieur, on parle de l'auditeur militaire supérieur, un peu comme l'équivalent du procureur général près la cour d'appel. Alors au niveau général, au niveau national, on parle de l'auditeur général des FRD, près la haute cour militaire, qui est un peu comme le procureur près la cour de cassation. Voilà. Une autre question, est-ce que les voies de recours sont-elles prévues dès l'entame d'une procédure judiciaire dans une juridiction militaire? Bon, les voies de recours ne se prévoient pas dès l'entame. Elles viennent lorsque elles interviennent, plus exactement, lorsque les décisions sont rendues en première instance. Lorsque, à l'issue d'un jugement du tribunal militaire de garnison, une des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue, il a la possibilité d'exercer des voies de recours. Ou une des parties n'était pas présente, était défaillante lorsque la décision a été rendue. Elle peut user d'une voie de recours, donc l'opposition, comme en droit commun. Alors, lorsque on n'est pas content, qu'on a été présent lors du jugement en première instance, on interjette appel devant la juridiction supérieure. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Vraiment, vous êtes aujourd'hui un modèle dans le secteur de la justice militaire. Il y a des jeunes qui peuvent avoir de l'émulation de vous copier. Quelle est la procédure pour devenir un magistrat militaire? La procédure, elle est la même que pour devenir magistrat civil. C'est-à-dire, d'abord, il faut être licencié en droit, au moins. Licencié en droit, et puis après, on présente un concours qui est prévu, généralement organisé par le Conseil supérieur de la magistrature. Concertation avec le ministère de la Justice. Et lorsqu'on réussit à ce concours, on a le choix. On opère le choix, soit d'aller en droit commun ou en droit militaire. C'est comme ça que ça se fait. Évidemment, il n'y a pas une formation préalable au sein de l'armée? Non, en plus de la formation militaire de base que nous devons absolument subir, parce que ça façonne une personne, ça façonne une vision des choses, une vision d'une certaine justice, celle de discipline, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, au-delà de ce concours, on va en formation militaire de base. Actuellement, on envoie les gens à l'académie militaire à Kananga. Voilà. Nous allons aborder la question liée à la procédure de détention en général. Pourquoi les juridictions militaires arrêtent-elles les civils? Je l'ai dit, je crois, à une des questions. J'ai dit que les civils qui sont arrêtés chez nous sont ceux qui commettent un certain nombre d'infractions prévues par la loi, notamment celles ayant trait à la commission avec des armes de guerre notamment, et celles d'atteinte au patrimoine de nos forces armées ou de la police nationale. Ces civils-là répondent de leurs actes devant nos juridictions. Il est aussi à noter que jusqu'en 2013, nos juridictions étaient compétentes. Les juridictions militaires avaient l'exclusivité de compétences en matière de crimes de masse, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Mais depuis 2013 et plus exactement en 2015, le législateur national a pu étendre cette compétence d'attribution aux cours d'appel de droit commun.
Oui, toujours en rapport avec cette question de la détention en général, est-ce que selon vous, la procédure de mise en détention des personnes arrêtées obéit aux règles prévues par la loi à titre exemplatif? Comment une personne arrêtée est directement sous mandat d'arrêt provisoire, elle est transférée en prison aux côtés des condamnés sans qu'il y ait une décision définitive? C'est dû à quoi cette façon de faire de certains magistrats? Ce n'est pas cette façon de faire de certains magistrats, c'est la loi qui le prévoit. Hein, la loi prévoit que pour les actes infractionnels d'une certaine gravité, le magistrat peut placer la personne poursuivie sous le mandat d'arrêt provisoire. Mais ça n'est un peu de trop, vous n'observez pas? Il y a Ça n'est un plusieurs peu cas à de répétition. trop. C'est possible. Hein. Je ne suis pas inspecteur des prisons pour le dire avec suffisamment de certitude, mais il est évident que on est des hommes. On est des hommes, on est faillible. Certaines erreurs peuvent se produire. Ça, c'est vrai. Hein. Il est évident que pour une raison ou pour une autre, on peut placer quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, parfois sans suffisamment d'éléments pour le justifier. Mais il est prévu un mécanisme de contrôle de cette détention. En droit commun, évidemment, on passe par la chambre du conseil, où il peut être demandé la révision de la décision qui avait été prise, dans le sens de pouvoir libérer ou remettre la personne poursuivie en liberté. Et puis le principe qui est acquis, le principe constitutionnel est que la liberté est la règle, l'arrestation en constitue une exception. Donc on n'est pas obligé forcément d'arrêter. Hein. La loi ne fait pas obligation d'arrêter. Mais pour des raisons qui peuvent être celles de la sécurité même des personnes victimes, on peut mettre quelqu'un en prison pour qu'il ne puisse pas inquiéter ou intimider ou user des représailles à l'encontre des victimes. Et puis lorsque la fuite est à craindre aussi de l'individu, l'individu n'a pas suffisamment d'assises, il n'a pas une adresse connue, on peut le mettre en prison. Hein. Donc c'est prévu à partir des infractions punies de 6 mois au moins. On peut mettre quelqu'un en prison. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas le magistrat qui invente cela. Hein. C'est la loi qui le dit. Ce qu'il faut peut-être relever par rapport à la justice militaire, c'est que contrairement à la justice de droit commun, où on peut amener, quelqu'un peut aller en chambre du conseil pour demander la mise en liberté provisoire. Chez nous, c'est plutôt l'auditeur militaire. Parce que vous avez posé la question de l'auditeur militaire. L'auditeur militaire de garnison, l'auditeur militaire supérieur, l'auditeur militaire, l'auditeur général, qui décide, qui a la fonction juridictionnelle de pouvoir remettre quelqu'un en prison, et plutôt en liberté lorsqu'il le désire et lorsque les conditions sont réunies pour pouvoir lui permettre de recouvrer l'air libre. Mon général, vrai ou faux, vous avez déjà rendu un jugement selon la loi et le droit congolais et que votre cœur vous est reproché après? Un jugement. Bon, moi, en tant que ministère public, je ne peux pas rendre un jugement. Mais j'ai eu quand même à être juge permanent pendant 2 ans. Malheureusement ou heureusement, je n'ai pas eu beaucoup de dossiers. J'étais dans un milieu où il n'y avait pas suffisamment de dossiers. C'était à Kindu, dans le Maniema. Oui. Et je n'ai pas eu beaucoup de cas qui m'ont laissé, par exemple, avec un regret d'avoir rendu quelque chose qui ne soit pas conforme à la loi. Non. Mais par rapport au jugement d'autres juges, est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir dans l'injustice, dans une affaire quelconque dont vous vous sentirez incapable d'agir? Incapable d'agir.
Non. C'est-à-dire que comme ministère public, lorsque je ne suis pas d'accord avec la décision rendue dans une affaire donnée, j'entrevois les voies de recours, comme tout à l'heure on l'a dit. Donc on va en appel pour que la décision soit peut-être revue dans le sens de l'amélioration. Oui, ça ce sont les voies qu'on utilise, les voies légales. Mais que je sois resté incapable d'agir, je ne pense pas. Général Laurent Moutata, en cas de procédure disciplinaire, devant quelle juridiction dépendent les juges militaires? Les juges militaires dépendent des juridictions militaires, justement. En ce qui concerne notamment la prise à partie, parce que vous parlez de la procédure. Il n'y a pas de juridiction incompétente pour juger, par exemple, tel juge pour tel autre fait? Non, en ce qui concerne la discipline, la procédure discipline, bon, je vois la prise à partie, parce que si on est dans la discipline militaire, ça c'est autre chose. C'est un conseil de discipline qui s'est réuni et qui entend tel ou tel autre officier, etc. Mais pour ce qui est des juges militaires, la prise à partie s'opère devant les juridictions militaires, selon le degré et le rang ou le grade que porte le juge. Voilà. Est-il possible qu'un militaire soit jugé par une juridiction pénale ou civile de droit commun? Oui, cela est possible lorsque les infractions, il a commis l'infraction en participation criminelle avec des civils, en temps de paix. C'est l'article 115 du Code judiciaire militaire qui nous ramène vers les juridictions de droit commun. Donc, si on n'est pas en temps de paix ou dans une portion territoriale où il est décrété l'état de siège, comme actuellement à l'Est, ces militaires-là, ces policiers-là, qui commettraient des infractions en participation criminelle avec les civils, seront tous déférés devant les juridictions de droit commun. Mon général, est-ce qu'en justice militaire, la présomption d'innocence est prise en compte? C'est un principe universellement reconnu qui doit s'appliquer aussi devant les juridictions militaires, qui ne sont pas en reste. Ils ne peuvent pas être à l'écart des standards internationaux, des textes suréminents qui prévoient ces principes, qui est un droit d'ailleurs fondamental de chaque personne poursuivie devant une juridiction ou devant les instances judiciaires de manière générale. Parce que la présomption d'innocence, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans le livre qui va être baptisé d'ici là, je dis que c'est comme une silhouette qui pourchasse la personne partout où elle se trouve, à chaque étape de l'évolution de l'instruction criminelle. Donc depuis l'enquête préliminaire, en passant par l'instruction préparatoire, jusqu'au moment où il comparaît dans un procès, il doit bénéficier forcément de ce droit à la présomption d'innocence. Mon général, il y a un fait que l'on constate dans la société congolaise, selon lequel les officiers militaires s'opposent à certaines décisions judiciaires, surtout en matière de conflits parcellaires. Il y a certains officiers militaires qui font la loi, ils envoient les militaires pour sécuriser la parcelle sous conflit. Que dit la loi à ce sujet? Les officiers militaires ne sont pas au-dessus de la loi. D'ailleurs, dans des conflits d'ordre immobilier ou des conflits fonciers, compte tenu de ce que vous dites là, il y a même une instruction qui existe. D'abord, elle est partie du magistrat suprême que les officiers militaires ou de la police ne peuvent pas se mêler des conflits immobiliers ou fonciers. Le chef d'état-major général a pu répercuter cela d'ailleurs en consigne. Donc les officiers qui se trouveraient dans ces genres d'hypothèses
aurait commis même la violation des consignes. Donc, ils doivent être poursuivis au cas où les plaintes sont introduites devant les instances judiciaires. Donc, voilà. Général Laurent Moutata Louaba, vous êtes magistrat militaire, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages concernant la justice militaire. S'il vous arrive de refonder, par exemple, on vous donne l'occasion de refonder la machine de la justice congolaise, par où allez-vous commencer? La machine de la justice congolaise. Refonder, non, le terme me paraît quand même très fort. Soit réformer. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées. Comme quoi, par exemple? Vous voyez, par exemple, je le dis ici, lorsque on est au stade des OPJ, le législateur a prévu, là je suis en droit commun parce que c'est le livre, le législateur a prévu un texte réglementaire, l'ordonnance qui s'occupe des attributions des OPJ et des APJ en droit commun. Ce texte, à plusieurs égards, est obsolète. Pourquoi? Parce qu'il prévoit encore des dispositions, il contient encore des dispositions qui sont en contradiction avec la loi. Et je crois qu'on peut révisiter ce texte par rapport à ça, mais aussi par rapport aux ambitions démesurées que revêt ce texte. Ce texte prévoit des sanctions, ce texte s'occupe ou réglemente plus exactement des matières qui relèvent de la loi, des matières de procédure pénale qui relèvent de la loi. Et je crois qu'on peut absolument le révisiter pour recadrer un peu son contenu et mettre les contenus ou prévoir le contenu qu'il faut pour ce texte-là. Et puis, il y a des notions dans ce texte, notamment la notion telle que le PV de site tout à l'heure. Il faut absolument revenir aux concepts qui sont de nature à consolider la présomption d'innocence. Comme en France, c'est la proposition que j'ai faite, il faut parler de PV de garde à vue, simplement. Parce que ça nous évite la dépréciation de la personne poursuivie. Lorsqu'on parle de PV de saisie des prévenus, on ne saisit pas une personne humaine. Et puis des deux, on ne peut pas parler des prévenus à ce stade de l'enquête préliminaire. Parce que le prévenu, c'est au niveau déjà du procès, devant une juridiction de jugement. Donc c'est des termes inappropriés qui mettent en relief un certain archaïsme de nos textes et qui doivent être absolument élagués de l'arsenal juridique national. En général, une question aussi de curiosité, est-ce qu'un militaire peut entreprendre une activité génératrice des revenus? Un militaire? Non, je ne pense pas. Le militaire n'est pas un commerçant, le militaire n'est pas un homme d'affaires. Le militaire, il a prêté son serment sous le drapeau pour servir la nation, défendre sa patrie et assurer la sécurité de ses concitoyens. Je crois que c'est ça le serment, le fond du serment. Alors, je ne vois pas un militaire devenir commerçant, un homme d'affaires. Enfin, ça c'est ma vision des choses. Vraiment, mon général, nous vous accordons l'occasion de conclure cette émission par quelques mots. Quelques mots, je vous remercie d'être venu, d'avoir jeté votre dévolu sur ma modeste personne et surtout de m'avoir permis de m'exprimer un peu sur
ces aspects de la justice militaire qui sont du reste très proches de l'ouvrage que j'ai publié et qui va être bientôt baptisé. Alors je pense que c'est une bonne chose que vous soyez venus et que nous puissions procéder à ce partage qui est des natures à pouvoir éclairer davantage nos concitoyens, les justiciables et même interpeller aussi les magistrats que nous sommes. Permettez, mon général, est-ce que nous pouvons savoir brièvement l'ouvrage, c'est un ouvrage de 211 pages si je ne me trompe. De 668 pages. 668 pages, c'est vraiment énorme. Hein? Vous pouvez brièvement parler en 2 ou 3 phrases des différents sujets ou soit du résumé général de cet ouvrage par rapport à notre justice. L'ouvrage que je viens de publier, qui va être baptisé, repose sur 5, il s'intitule d'ailleurs « Précis des procédures pénales congolaises ». Pourquoi congolaises? Parce que on y parle, j'y parle plus exactement de la procédure de droit commun et de la procédure militaire. Donc je pense que c'est congolais totalement. Alors, il repose cet ouvrage sur 5 articulations majeures. D'abord, je parle des droits essentiels que vous avez évoqués tout à l'heure. Ouais. Le droit à une procédure, tous les droits qui concourent à la sérénité et à la sécurité, aussi bien juridique que judiciaire, de l'instruction criminelle, aussi bien pour les personnes mises en cause que pour les victimes. Pour les personnes mises en cause, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la présomption d'innocence, l'égalité des armes, la procédure, le respect du jeu équitable ou la procédure équitable, le droit à la liberté, qui est un droit fondamental, le droit à la communication avec sa famille ou son conseil, parce que souvent c'est bafoué. Alors c'est une série de droits qui sont reconnus et je n'ai aucune prétention d'avoir établi une liste exhaustive en ce qui concerne ces droits, mais du côté de victime aussi, il y a le droit d'être reconnu comme victime, le droit à l'accueil aussi, et le droit à l'égalité des armes aussi. Elle est valable pour les victimes, le droit à la dignité aussi, et à la procédure équitable. Voilà, donc ça c'est globalement la première partie de cet ouvrage. Après, la deuxième partie est consacrée à ce que j'appelle la problématique de l'enquête préliminaire. Pourquoi je parle en termes de problématique? C'est parce qu'il y a plusieurs facettes de l'enquête préliminaire qu'on ne relève peut-être pas lorsque nous sommes sur le banc de l'école. Il y a l'enquête préliminaire ordinaire, là où j'ai évoqué ce problème de la garde à vue, et du texte réglementaire qu'il faudra absolument revisiter, que j'ai évoqué tout à l'heure, et vous avez l'enquête de flagrance ou sur la flagrance, qui fait intervenir ce que j'appelle l'impérialisme judiciaire ponctuel, parce qu'il y a une sorte de restriction de droits fondamentaux de personnes poursuivies et une acquisition de droits énergiques dans le chef des OPJ, qui peuvent arrêter sans se référer à établir des mandats d'amener sans se référer au ministère public et qui peuvent même effectuer des visites domiciliaires sans avoir la délégation du ministère public. Et vous avez également l'enquête préliminaire sur les violences sexuelles avec ses particularités, ses spécificités aussi, parce qu'elle est de portée immédiate et elle est connue pour 1 mois en ce qui concerne les OPJ. Donc c'est une enquête qui se déroule en déant 1 mois. Et l'OPJ doit informer le ministère public en déant 24 heures lorsqu'il est saisi des faits. Voilà, donc, et d'autres faits qui sont notamment la protection
et l'assistance impérative des victimes en ce qui concerne les violences sexuelles. Donc voilà un peu les particularités. Et nous avons fini par le parcours judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi. Là aussi, il y a des actes particuliers qui doivent être posés pour l'enfant. Notamment, mais là je déplore notamment le fait que les tribunaux pour enfants n'ont pas fourni un effort pour, en ce qui concerne la preuve de l'âge de l'enfant. Ça pose problème. Ils se sont contentés des déclarations. Des enfants, je suis né en telle année, je suis né en telle date, tout ça ne suffit pas. Parce que le législateur lui-même a prévu deux mots essentiels de preuve. Il dit à défaut de l'acte civil, donc l'acte de naissance, qui prouve réellement la date à laquelle l'enfant est né. On pourra se référer à l'expertise médicale. Donc, le médecin peut être saisi pour éventuellement estimer l'âge. Ça, c'est la tâche expertale du médecin, qui ne peut pas être dévolue aux magistrats que nous sommes. Nous n'avons pas cette possibilité-là de pouvoir, au regard de la constitution physique de l'enfant, dire que tel enfant a tel âge où il est mineur ou il est déjà majeur. Or, cela arrive. Cela est arrivé que parfois certains enfants de corpulence assez massive ont été confondus aux adultes. Ou alors des adultes chétifs ont été confondus avec des enfants. Alors, il faut plutôt recourir à l'expertise des médecins lorsque on n'a pas l'acte de naissance. Et ça, c'est ce que j'ai évoqué en ce qui concerne les enfants. Et ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie est consacrée à l'instruction préparatoire, celle du parquet, avec son cortège aussi de problèmes, notamment l'exercice de l'action publique, mais surtout la détention provisoire que vous avez évoquée tout à l'heure. Et là, effectivement, on aborde plusieurs aspects, aussi bien positifs que négatifs, de la détention provisoire, et on évoque finalement l'accès au dossier judiciaire. Comment le magistrat transmet les dossiers, les questions que vous avez posées tout à l'heure. Et puis, on est à la problématique de l'instruction juridictionnelle, là où on évoque certains problèmes, j'évoque certains problèmes, notamment des récusations, des déports des juges, de requêtes en suspicion, des juridictions, etc. Et nous terminons par la nécessité des voies de recours. Et sur les voies de recours, je parle de l'opposition, je parle de l'appel, je parle de la cassation aussi, et puis de la révision. Et la révision, là je me suis beaucoup apaisanti sur le procès Kimbangu, qui était rendu à Tisville, actuel Mazambougou, où aucune norme de procès équitable n'avait été respectée. Les gens ont été torturés, et au lieu de la présomption d'innocence, moi je parle même de la certitude des culpabilités, parce que déjà dans les lettres qui circulaient, on demandait non seulement la condamnation, mais une condamnation très sévère. Donc, au fait, on s'attendait déjà à une condamnation, mais même très sévère. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était une démonstration d'un théâtre judiciaire de dépréciation de l'essence humaine. Voilà. Et puis, une petite conclusion pour terminer ce livre. Vraiment, félicitations à vous, mon général. C'est un ouvrage vraiment énorme pour la connaissance du fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo. Le 22 juillet, c'est dans quelques jours. Les intellectuels qui vous suivent sont déjà dans le soif de se procurer cet ouvrage. Où le trouver particulièrement? Bon, jusque-là, il n'est pas encore baptisé. Après le 22, peut-être? Après le 22, il sera dans les librairies. Et mon cabinet aussi servira de lieu de vente de ce livre. C'est un produit de l'esprit. Je crois que je ne fais pas du commerce.
Voilà. Okay. Merci beaucoup, mon général. C'est un plaisir pour FM Télévision de venir vous rencontrer dans votre bureau dans le cadre de cette émission. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi que vous remercie de votre déplacement. Merci. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Ce que dit les droits. Nous avons eu l'honneur d'être reçus dans le bureau du général de brigade Laurent Moutata Louaba. Il est magistrat militaire et premier avocat général des FARDC. Avec lui, nous venons d'aborder les questions liées au fonctionnement de la justice militaire en RDC. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.